pouvoir commencer ce riche programme sans plus tarder. Et je vais tout de suite commencer par laisser la parole à Jacques Baudrier, qui est donc président d'Ecopolis, Michel Joria, qui est délégué régional de l'ADEME Île-de-France, et Hervé Schmitt, qui est directeur adjoint de la DRIEA, chargé de l'aménagement et du développement durable, qui vont vous parler un petit peu de notre partenariat. Donc, Jacques, on vous laisse la parole tout de suite. C'est à vous. Merci beaucoup, Julia. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis très heureux de vous accueillir aussi nombreux pour ce colloque. Je voudrais avant toute chose, en tant que président d'Ecopolis, qui est donc le centre de ressources pour le bâtiment et l'aménagement durable en Île-de-France, remercier nos partenaires qui nous accompagnent pour organiser ce colloque, le troisième du nom. Donc, bien sûr, l'ARS, l'ADEME, et puis la préfecture, l'État et la métropole du Grand Paris, représentée ici par Ludovic Toro. Donc, merci à toutes et tous, vous êtes toujours plus nombreux à travailler avec nous. Alors bien évidemment, l'actualité nous prouve que plus que jamais, la santé est une priorité à intégrer dans les opérations urbaines, dans l'urbanisme. Donc, et ça doit toujours plus orienter nos décisions sur la manière de concevoir la ville, avec les axes que nous travaillions déjà, comme la réduction des polluants, des nuisances, des comportements sains, la mixité sociale, les inégalités de santé. Et il faut travailler de façon encore plus accentuée. Et sans doute, alors qu'on travaillait beaucoup sur tous les aspects pollution de l'air en premier lieu, élargir un peu notre focale avec notre réflexion sur les modes de vie et l'organisation du schéma urbain. Comment concevoir la ville, comment habiter un quartier pour freiner à terme la propagation du virus sans revenir sur les niveaux d'attente des autres objectifs comme la cohésion sociale. Donc, il va falloir repenser encore plus nos politiques d'urbanisme. Et les espaces publics, les équipements publics doivent pouvoir toujours plus répondre à ces attentes. Et on peut penser que même si on l'espère, et on l'espère tous, que le plus rapidement possible, nous aurons un vaccin et que cette pandémie ne sera plus qu'un souvenir, il est certain que les comportements des franciliens vont évoluer fortement et qu'il y aura une attente d'occupation de l'espace public, de la vie en ville et d'habiter même les logements et aussi des modes de travail, des modes de déplacement qui vont être très durablement modifiés par la période très difficile que nous vivons ensemble. Donc, il faut déjà anticiper, travailler là-dessus. Je suis président d'Ecopolis en tant que conseiller de Paris et président du CAUE de Paris. Et donc, à ce titre-là, j'ai eu à gérer un certain nombre de projets de renouvellement urbain à Paris. Et nous avons, je souhaitais vous faire part de quelques expériences, nous avons déjà intégré dans plusieurs projets le fait de réaliser en même temps que le projet urbain une étude d'impact santé. Nous avons un service de la direction des affaires sociales de Paris qui participe d'ailleurs à ce colloque, et je les salue, comme ceux de la direction de l'urbanisme également présents, qui travaillent ensemble. Donc, et ces études d'impact santé, donc la première, c'était sur le grand projet national de renouvellement urbain du Piton du Vernois, du port de 20e par la porte de Bagnolet, nous a fait très clairement évoluer le schéma urbain, en particulier pour nous assurer que 100% des habitants seraient après protégés au mieux de la pollution de l'air. Et sans cette étude d'impact santé, qui était un très gros document de plusieurs centaines de pages, le schéma urbain n'aurait pas été du tout le même. Donc, on voit bien que intégrer la problématique de santé au départ même, en lien avec la définition d'un projet urbain avec les équipes d'urbanisme, ça peut changer tout. Et donc, maintenant, en tout cas à Paris, nous avons fait le choix que tout projet urbain sera réalisé en associant une étude d'impact santé. Et je crois que nous sommes tous à fait disposés à échanger sur les pratiques, à échanger avec d'autres qui peuvent s'engager dans ce processus. En tout cas, voilà, Ecopolis, donc centre de ressources bâtiments durables, associe tous les acteurs publics, aussi l'ordre des architectes d'Île-de-France, tous les acteurs et bien sûr des collectifs aussi comme les collectifs de la construction en bois, la construction en paille, donc qui sont aussi vecteurs d'ailleurs de santé en termes de matériaux dans la construction. Donc nous sommes bien sûr ouvert à toute adhésion et notre but est d'avoir un centre de ressources qui associe tous les acteurs, ainsi des professionnels, des fédérations. Donc vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre et c'est vraiment notre rôle d'animer et par ce type de colloque, ce type de synergie avec l'ensemble des acteurs de l'urbanisme, que ce soit maîtrise d'ouvrage, collectivité, les entreprises ou les maîtres d'œuvre, et de travailler dans le mode de réflexion. Et donc, nous sommes maintenant engagés, et je tiens à remercier vraiment l'ARS, l'ADEME, la DRIE, la DREA, la métropole du Grand Paris,
dans un programme de travail sur 3 ans avec une participation financière de l'ensemble de nos partenaires pour travailler sur ces questions de santé avec un programme d'action tout ce qui est plus riche, avec de la veille et de l'information. Vous trouvez disponible en ligne gratuitement sur ecopolis.fr, notre site. La production de retours d'expérience, organisation de formation, l'animation de groupes de travail et de rencontres. Donc, je tiens à remercier Alban, qui est notre nouvelle embauchée qui travaille sur ces sujets, et Julia, qui vient d'intervenir et d'introduire ce colloque, et le directeur d'Ecopolis, Laurent Pérez, et l'ensemble de l'équipe pour l'organisation de cette matinée. Et à bientôt pour travailler avec nous sur ces sujets, que ce soit pour l'aménagement ou la construction de bâtiments, ou avec notre démarche bâtiment durable francilien, nous travaillons aussi à intégrer les problématiques de santé dans la construction comme dans l'aménagement. Donc, merci à tous et tous. Bon séminaire, et je passe la parole, il me semble, à Michel Giorgia. Merci beaucoup, Jacques, pour ce timing parfait. Michel, effectivement, c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à l'ensemble des organisateurs et à l'ensemble des partenaires pour avoir réussi à tenir cette 3e journée dans le contexte que nous connaissons. Peut-être quelques mots pour illustrer à la fois le caractère innovant de cette approche, et puis pour illustrer aussi un petit peu la nécessité, quand on parle de transition écologique, de réussir à concilier action de court terme, action de long terme, et le rôle d'acteurs comme Ecopolis dans le déploiement d'initiatives à grande échelle. Sur le côté un peu innovant, moi je voudrais souligner le fait qu'un partenariat entre l'ADEME et l'ARS sur les questions d'aménagement de santé était loin d'être évident. Il faut se remettre en 2015-2016. Autant l'ADEME a des partenaires, j'allais presque dire naturels, quand on va travailler avec la Banque des Territoires, le Conseil régional, une métropole, la Ville de Paris, sur des projets de transition écologique, chaleur renouvelable, économie circulaire. Et c'est vrai que aller vers l'ARS et travailler sur les questions de santé et d'aménagement, c'était à l'époque, en 2015-2016, quelque chose d'assez précurseur. Et là, je pense qu'il faut souligner l'importance dans les pratiques managériales, dans nos organisations, qui visent à encourager ce type d'initiative, parce qu'on sait 3, 4, 5 ans après qu'on en récolte les fruits. Et l'actualité nous rappelle, comme le disait Jacques Baudrier, l'actualité nous rappelle l'importance d'avoir dans les équipes et d'avoir cette capacité à anticiper et à préparer l'avenir, puisque ce sont ensuite des projets qui portent des fruits. Deuxième point qui me semble extrêmement important, c'est la nécessité, et c'est l'illustration de notre quotidien aujourd'hui, de concilier l'action de court terme. Vous avez tous entendu parler du plan de relance et de l'impérieuse nécessité pour l'ensemble des acteurs économiques de bénéficier le plus rapidement possible de ces mesures du plan de relance, qui donnent une part importante à la transition écologique. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait sur un temps très resserré. C'est 18 mois de travail très, très intense, et de travailler sur des actions de plus long terme qui permettent de préparer l'avenir, comme lorsqu'on travaille sur des projets d'aménagement qui ont souvent, entre les phases de pré-études, d'études et de réalisation, des calendriers de déroulé qui s'étalent sur plusieurs années, 5, 10, 15 ans. Et la nécessité est essentielle de réussir à faire concilier cette approche de très court terme et puis cette approche de plus long terme pour que, au final, l'ensemble des actions sur la transition écologique fonctionnent bien. Troisième sujet qui me semble extrêmement important, pendant très longtemps, on a abordé les questions de transition écologique, j'allais presque dire de manière très, très technique, en mettant sous le tapis les questions sociétales et en mettant sous le tapis les questions notamment de solidarité et de prise en compte de la manière dont les personnes les plus vulnérables peuvent s'inscrire, et comment les politiques de transition écologique peuvent accompagner les personnes les plus vulnérables. Une actualité, alors moins récente que la crise sanitaire, mais une actualité précédente, notamment autour de la crise des Gilets jaunes, nous a rappelé la patrouille qu'effectivement, on ne pouvait pas décréter comme ça du jour au lendemain des signaux prix forts sans que, lorsque les personnes sortent de chez elles voient évidemment les solutions à leur disposition. Sinon, les personnes se sentent coincées, et comme tout individu, on n'aime pas se sentir coincé, et il se passe des choses
des mouvements sociaux difficiles et qui laissent des traces. Donc, ce point-là est extrêmement important et le travail que l'on a fait à travers CID notamment, et puis avec l'ensemble des partenaires sur le sujet urbanisme et santé, à mon sens, est une des briques qui permet de concilier cette approche transition écologique, cette approche de santé. Dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est ce qu'on est en train de vivre là. C'est ce moment où on initie quelque chose avec l'ARS en 2015-2016. Il y a un premier AMI qui lance, qui permet de sélectionner 5 projets. Il y a un second AMI en 2019 pardon, avec 12 lauréats. On commence à éditer des guides, des retours de bonnes pratiques, etc. Et puis, on se met autour de la table et on se dit, bah, tiens, maintenant, il va falloir réussir à le démultiplier. Et pour ça, nous, quand on dit démultiplier, on cherche un relais, on cherche une structure que l'on va pouvoir accompagner avec notamment un chargé de mission, du coup, qui va permettre de déployer des moyens humains, et puis accompagner avec des fonds pour lui permettre, du coup, de construire le centre de ressources, veille, retour d'expérience, animation, qui va permettre de tirer profit des 17 projets lauréats qu'on a déjà soutenus, qui vont permettre d'apprendre des choses pour diffuser ça le plus largement possible sur l'ensemble du territoire de la métropole du Grand Paris, et puis bien au-delà sur l'Île-de-France. Et là, on a la chance d'avoir un centre de ressources Ecopolis, qui est un des centres de ressources BIP dans le domaine du bâtiment et de l'aménagement, qui a le plus travaillé sur les questions d'aménagement. Et dans l'échange avec Natacha et puis avec la LRS, on s'est naturellement tourné vers eux pour porter cette politique de démultiplication, sans laquelle on peut pas, on n'aurait pas pu monter cette journée, et puis surtout sans laquelle on ne peut pas se servir de ces projets innovants pour aller avoir beaucoup plus d'impact et faire masse. À ce titre-là, je voudrais vraiment remercier à la fois la métropole du Grand Paris et la DRIUA qui nous ont permis de boucler le tour de table sur le financement du chargé de mission et du coup d'avancer comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Donc à la fois un caractère précurseur, et ça c'est vraiment important dans les temps qui courent, une nécessité de concilier court terme et long terme dans la c'est l'illustration, la dimension solidaire, et puis le partenariat avec des relais qui nous permet de massifier et d'aller toujours plus loin en matière de transition énergétique et écologique, puisque les enjeux sont, comme vous le savez, extrêmement importants. Merci à tous. Merci beaucoup, Michel. Je passe tout de suite la parole à Monsieur Hervé Schmitt de la DRIEA. Est-ce que vous nous entendez? Merci. Oui, parfait. Super. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc, je m'associe aux remerciements de Michel. On vous entend très bien. L'organisation de cette troisième session. Je voudrais d'abord donner 3 éléments de contexte qui sont particuliers et qui ont changé un petit peu par rapport à l'an dernier. Puis ensuite, dans un second temps, je vous donnerai quelques éléments qui montrent d'ores et déjà l'action que nous avons engagée en matière de meilleure prise en compte de la santé dans nos opérations d'aménagement et dans nos documents d'urbanisme. Alors, pour revenir sur les 3 éléments de contexte. Le premier contexte, bien sûr, on l'a tous à l'esprit, c'est évidemment la crise sanitaire qui a mis en évidence un certain nombre de choses et des conséquences que nous devons tirer, avec un besoin d'espace et de nature en ville. Ça, c'est évident. Hein, c'est le fameux débat entre densité des constructions et des réflexions sur le devenir de l'immobilier d'entreprise avec le développement du télétravail. C'est une donnée importante à avoir à l'esprit. Et puis des éléments qui confortent en fait les réflexions que l'on a déjà engagées de notre côté avec nos partenaires sur la ville de demain, qui doit s'appuyer sur de nouvelles formes urbaines et un nouveau rapport à l'espace. Je vous donne quelques exemples pour illustrer ce que j'entends par réflexion sur la ville de demain. Ça pourra également alimenter les débats qui vont suivre après. On doit aujourd'hui s'attacher plutôt à la ville des proximités. Alors, ça veut dire quoi, ville des proximités? C'est les mobilités actives, une utilité fonctionnelle absolument indispensable pour éviter de multiplier les déplacements, et puis les actions particulières en Île-de-France sur ce qu'on appelle les quartiers de gare, puisqu'on a un réseau en développement, le Grand Paris Express. C'est aussi une ville plus productive. Hein, on en a beaucoup parlé, il faut relocaliser les industries, il faut requalifier les zones d'activité économiques en déshérence, etc., etc. Il faut une ville plus décarbonée. C'est aussi une ville plus saine,
avec plus d'espaces verts, plus d'espaces publics, ce qu'on appelle en gros un urbanisme de santé, en renforçant le recyclage urbain et en développant une stratégie foncière. C'est aussi, dernier point, une ville où mieux habiter, ce que moi je la qualifierais, avec des programmes modulables, évolutifs, l'inclusion de le travail, pourquoi pas, dans les logements. Il y a des programmes qui sont aujourd'hui pensés pour associer les deux. Et puis aussi une amélioration de l'habitabilité des petits logements. On l'a vu ô combien l'importance de ce point pendant la crise sanitaire. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, on a, par rapport à l'an dernier, une démarche de gestion économe des sols qui a été réactivée et qui a été en plus évoquée dans la Convention citoyenne sur le climat, qui propose de réduire de moitié la consommation d'espace qui a été constatée sur les 10 années précédentes. C'est un objectif très ambitieux. On développe au niveau régional une stratégie en la matière avec l'ensemble de nos partenaires, mais ce que je voudrais dire, point important, c'est qu'il ne faut pas renoncer pour autant, et bien au contraire, à la construction de logements. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà une région qui consomme peu, parce qu'en Île-de-France, on a un objectif qui est fixé dans la loi de 70 000 logements à faire par an, et parce qu'il y a des besoins important de construction. Il suffit de voir ce qui se passe au logement social. En 750 000 demandes non satisfaites, 70 à 75 000 attributions de logements sociaux par an. En gros, il faudrait 10 ans. À besoin constant, il faudrait 10 ans, sachant que tous les ans, il y a d'autres demandes qui se produisent. Donc, il y a un vrai besoin. Et puis aussi parce qu'on peut construire de manière un peu différente. Je l'ai déjà dit un peu avant dans mon propos. C'est qu'on peut renforcer le recyclage urbain et bien sûr, c'est surtout en zone dense et semi-dense. Et puis, bien évidemment, compenser quand on a besoin de consommer de l'espace pour faire du logement, on peut compenser et renaturer. Ce sont les principes importants. Je le dis parce qu'on regarde cet aspect construction, mais je ne suis pas seul à le dire. Emmanuel Vargon, pas plus tard que hier, dans un entretien, le disait qu'il ne fallait pas s'abriter derrière le principe de gestion économe des sols pour ne plus construire. Troisième constat important par rapport à l'an dernier, mais qui s'est renouvelé, c'est une seconde condamnation de l'État par le Conseil d'État le 10 juillet dernier sur la qualité de l'air pour les dépassements de seuil et pour les insuffisances des mesures prises en la matière. Donc là, les choses sont en route aussi avec les mobilités douces et le développement du vélo. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Les transports collectifs qui se développent. Je vous ai cité le Grand Paris Express, mais il y a bien d'autres projets. Et puis, les questions d'urbanisme. Voilà, ça c'était pour poser un petit peu le contexte qui est quand même assez particulier cette année. Enfin, quelques éléments sur cette prise de conscience de l'intégration de la santé dans les opérations d'aménagement et les documents d'urbanisme. Ce que nous faisons avec nos partenaires, c'est que nous organisons une montée en compétences progressive des services de l'État sur ce sujet pour sensibiliser à la fois nos partenaires, les collectivités, mais également nos propres opérateurs d'aménagement. Et on le fait en gros à deux niveaux. Très en amont au niveau de la planification, lorsque nous prenons des portées à connaissance, ou bien lorsque nous produisons des notes d'enjeux et puis après des avis de l'État, cet aspect santé est davantage pris en compte et on le fait aussi en amont. Parce que là, quand on a fait l'avis ou quand on a fait la note d'enjeu, on est déjà dans une phase qui cadre les choses sur des documents préparés, mais on a aussi vocation à le faire très en amont avec les collectivités et c'est le bon moment de le faire parce que beaucoup d'établissements publics territoriaux vont lancer des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, ce qu'on appelle les PLUI, puisque nous on considère que c'est la bonne échelle pour le faire. Et d'autant plus qu'avec les nouvelles élections, des EPT, EPCI vont pouvoir prendre la compétence de ces plans locaux d'urbanisme. Et donc, c'est le bon moment pour le faire. Voilà. Du côté de nos partenaires aménageurs, en particulier d'ailleurs de l'État, puisque nous sommes très vigilants vis-à-vis d'eux, on leur donne des objectifs en matière d'aménagement durable dans les quartiers qui vont effectivement se renforcer. Enfin, d'ores et déjà, on peut constater des éléments qui sont très positifs
en matière de planification. Il y aura un chapitre de santé dans le projet de SCOT de la métropole du Grand Paris, donc c'est très très bien. Et on va également voir dans le projet de SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale de Grand Paris Sud, un diagnostic santé qui est en cours de réalisation. Voilà pour tout ce qui est la planification. En matière d'opération d'aménagement proprement dit, donc là on rentre dans le concret, on est très vigilant et de plus en plus vigilant en matière de référentiel santé dans nos appréciations sur la délivrance des labels, de la labellisation des écoquartiers. Hein, c'est très net depuis quelques années. Et puis, de manière plus générale aussi, nous avons une grande vigilance sur les appels à projets et les démarches, notamment dans ce qui est développé sur les écocités, mais aussi sur les démarches un peu innovantes sur les quartiers de gare du Grand Paris Express. Voilà. Voilà en gros quelques éléments, quelques pistes qui vont pouvoir, j'espère, fonder un peu les débats de la suite. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je laisse la Merci. parole au suivant. Merci beaucoup, Monsieur Schmitt. Effectivement, maintenant, je vais passer la parole à Aurélien Rousseau, qui est donc directeur général de l'ARS, qui nous fait le plaisir d'être là. Sa parole sera suivie par celle de Ludovic Taureau, de la métropole du Grand Paris, qui est également maire de Coubron. Monsieur Rousseau, est-ce que c'est bon pour vous? Vous êtes bien connecté? Vous nous entendez? Absolument, je Super, suis là. parfait. Merci beaucoup, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour notamment à Ludovic Taureau et Jacques Baudrier, mais à tout le monde, mais spécial dédicace, comme on dit trivialement. Comment dirais-je, ce matin, je commence ma journée et je me dis évidemment, il y a quand même quelques sujets de très très grande urgence dans la journée. Monter des lits, tout simplement, trouver des moyens, trouver des personnels pour faire face à cette deuxième vague qui est extrêmement puissante. Et donc, je me disais, au fond, qu'est-ce que je fais comme tous les matins, qu'est-ce que je fais sauter dans mon agenda parce qu'il faut dégager du temps. Et à cette question-là, mon équipe avait évidemment assez facilement répondu sur les cibles prioritaires. Et je pense que maintenir ce moment, ça n'est pas facile, enfin, c'est pas du tout héroïque, mais je pense que c'était totalement indispensable parce qu'en fait, pour moi, j'ai eu l'occasion de l'écrire dès le mois de mai. Pour moi, en fait, le sujet que vous abordez, qui a été abordé dans les deux premières séquence qui a été portée ici, et je le salue beaucoup en interne à l'agence par Nicolas Notin et l'équipe de la direction de la santé publique. Au fond, c'est d'une certaine manière, je vais le dire presque, certains vont y voir une caricature, mais pour moi, c'est le principal sujet qui sortira de cette épidémie de Covid. On peut penser, on peut dire, et je vais essayer d'y venir un peu, que le principal sujet, c'est notre préparation à une pandémie mondiale, ou que le principal sujet, c'est la situation de l'hôpital et notamment de l'hôpital public. Évidemment, mais par exemple sur la situation de l'hôpital, sur le sujet des rémunérations des soignants, de l'attractivité, du fait que le système de régulation financière de l'hôpital est arrivé au bout d'une logique. D'une certaine manière, ces éléments, ils étaient posés dès avant la crise, posés avec un mouvement social qui durait, avec des réponses du gouvernement qui étaient jugées insuffisantes et avec des réponses du gouvernement aussi qui sont venues pendant la crise. Mais ce sujet, d'une certaine manière, de la place de l'urbanisme en tant que déterminant de santé dans un contexte où la principale claque, la principale morsure de cette épidémie, c'est les éléments de surmortalité dans certains territoires de la région. Ça, pour le coup, on l'avait régional de santé où la lutte contre les inégalités est la première priorité de l'agence. Mais d'une certaine manière, on voit bien que on s'en prend un point dans la figure.
avec les différentiels de mortalité, encore une fois, qui touchent des territoires que l'on connaît par cœur et qui, d'une certaine manière, dans une intervention sur ce sujet, je disais que la cartographie de certaines pathologies, par exemple l'obésité, se superposait à la cartographie des inégalités socio-économiques. Et on peut y superposer évidemment la cartographie désormais de la surmortalité dans cette épidémie. Et au fond, Michel Joria l'a dit tout à l'heure, c'est un moment charnière pour questionner nos pratiques collectives. Et c'est ce sur quoi je voudrais en quelques minutes insister, c'est ce sur quoi je pense que le travail avec la métropole du Grand Paris, avec Patrick Ollier, avec Ludovic Toro et la commission santé, mais aussi évidemment avec le boulot que vous faites à Ecopolis, est indispensable. Pourquoi je dis ça? Cette crise, d'abord, elle a touché les plus défavorisés, elle a touché les territoires où se concentrait la pauvreté selon une logique qui paraît presque implacable. Des pauvres plus exposés aux contaminations du fait de leurs conditions, notamment de leurs conditions de logement, mais aussi de leurs conditions d'emploi. Des populations qui développent plus souvent des formes sévères compte tenu de la prévalence des facteurs de comorbidité. Évidemment, je pense beaucoup à l'obésité et au diabète. Et des patients dont l'entrée dans les soins a été plus tardive, notamment du fait, sujet que Ludovic connaît par cœur, de la démographie médicale, de l'accès aux soins dans ces quartiers-là. Et aussi, un sujet de culture dans le rapport au moment où on va se faire soigner. Et cette mécanique implacable, notre responsabilité, c'est d'arriver à la casser. Mais ce qui est frappant pour moi, là encore, c'est que deux des sujets qui sont classés dans les typologies de l'OMS, dans les études internationales comme des déterminants de santé majeurs, c'est-à-dire à quel point cette détermination est en fait une surdétermination. Et j'ajoute un autre sujet qu'on lit dans la littérature, mais d'une certaine manière qu'en France, on avait sans doute moins traité directement. Et un des sujets va être de parvenir à le traiter, c'est celui de l'emploi. Évidemment que certaines professions essentielles, dans la catégorie des premiers de corvée, certaines professions essentielles qui ne sont pas liées à de l'exclusion, parce que pour le coup, c'est plutôt dans le champ des travailleurs pauvres, mais des gens qui ne sont tellement pas exclus qu'ils ont été au cœur de la vie de la société, y compris pendant le confinement, du chauffeur Uber au concierge, aux personnes qui assurent l'entretien des entreprises, ben, ces gens-là, les conditions d'emploi, c'est aussi un facteur de surmortalité. Et donc, je trouve que cette approche globale de la question de l'urbanisme, du fait que l'urbanisme, ça repose sur des aménités urbaines et qui produisent de la qualité de vie, et ça repose aussi sur des interactions qui ont un impact sur la santé extrêmement fort, on en sort avec cette espèce de conviction qu'il faut qu'on s'arme beaucoup plus fort. Pour l'ARS, je le disais encore, c'est une bataille qu'on avait identifiée. Nicolas Notin ou Luc Ginot ont écrit des choses sur ça depuis plusieurs années. Mais disons qu'il faut qu'on passe à l'échelle, pour reprendre une expression plus géographique. Et de ce point de vue-là, il y a eu des travaux pratiques pendant la crise. Il y a eu des travaux pratiques sur l'urbanisme transitoire ou tactique, et du transitoire qui va durer, quand on pense par exemple aux coronapistes, des opérations aussi de réhabilitation de certaines structures pour permettre l'accueil par exemple, de professionnels de santé. Mais je pense qu'on a devant nous un travail qui est encore plus complexe. Et c'est là, quand je dis réinterroger nos pratiques ou nos cultures, je m'en aperçois très fortement et je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Que moi, je constate qu'il y a j'ai pas mal de mal à convaincre un certain nombre d'acteurs
qu'ils ont dans les mains une partie des déterminants de santé. Et que oui, sans doute, j'ai aucun doute et aucun sujet là-dessus, il y a des sujets de moyens pour l'hôpital public, il y a des sujets de rémunération pour les soignants. Et si on ne fait que ça, on va se planter. Parce que justement, si on regarde ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis, les personnes, la surmortalité, elle se joue même avant l'hôpital. Et elle se joue avant l'hôpital, non pas parce qu'il y a moins de lits de réanimation en Ile-de-France, parce que tous les lits de réanimation des hôpitaux du nord parisien de la PHP ont accueilli des malades de Seine-Saint-Denis. Si je prends cet exemple-là, la régulation des lits de réanimation, elle est faite à l'échelle régionale. Mais s'il y a eu une surmortalité, c'est parce que notre conception de l'accès aux soins, c'est parce que l'intégration des enjeux de santé dans les dynamiques urbaines, elle est insuffisante. Et quand je dis ça, je mets évidemment la responsabilité aussi d'être en très grande partie sur nous. Il n'y a pas de sujet. Mais je pense que là-dessus, il y a en France une culture des déterminants de santé qui serait un peu une politique qu'on fera le jour où on aura réglé tout le reste, comme une cerise sur le gâteau. Prévention, promotion, déterminants de santé vu comme une politique un peu secondaire, et de l'autre, le dur, qui serait évidemment le soin, le sanitaire, l'hospitalier. Et je pense que cette crise, elle est l'occasion de se rendre compte que, y compris si je suis presque, non pas cynique, mais cynico-technocratique, c'est assez excitant comme image. Oui, aujourd'hui, la mobilisation d'argent public peut nous faire progresser beaucoup plus vite dans les déterminants de santé que sur beaucoup d'autres sujets. Et je pense que c'est notre responsabilité d'aller beaucoup plus fortement là-dessus. Je ne sais pas si on m'entend toujours, j'ai l'impression que l'image est fixe. Non, on vous entend très très bien. Donc, je m'arrête après. Donc, je voudrais dire que du coup, je pense que c'était ce qu'on a vécu pendant la crise, avec des coalitions qui se sont formées, en allant très vite sur, par exemple, les opérations de dépistage dans des quartiers qu'on avait ciblés. On a fait près de 400 opérations de dépistage en Ile-de-France qu'on a montées en quelques jours, avec des gens qui d'habitude passent leur temps, et je nous mets là encore totalement dans la boucle, à se regarder pour savoir c'est la compétence de qui va payer quoi, etc. Il y a un réflexe de coalition en matière de santé publique et d'urbanisme que je crois nous devons cultiver et qui doit irriguer beaucoup plus fortement toutes nos actions. C'est un peu l'idée, je pense, du plan santé et résilience dont sans doute Ludovic va nous parler. Mais voilà, donc moi, ce que je veux dire, c'est que d'une certaine manière, et je m'arrête là, votre démarche, elle était évidemment en avance, et que notre défi, c'est quand même celui de l'élargir, c'est celui du plaidoyer, c'est celui qu'on arrive, par exemple, à ce que quand dans un contrat local de santé, il n'y ait pas que l'adjoint à la santé qui siège, mais aussi l'adjoint à l'urbanisme et les jours fastes, le maire, parce que sinon, on n'arrivera pas à assurer cette imbrication, cette intrication un peu organique qu'on doit construire du lien entre les déterminants sociaux urbains et les enjeux de santé publique. Et je le redis encore, la crise, elle nous oblige là-dessus à aller plus loin. En tout cas, l'agence essaiera d'être à la hauteur de ce qu'on a dit là. C'est pour ça aussi que pendant même la crise, je pense mi-mars, quand on a sollicité l'ORS pour faire l'analyse des éléments de surmortalité, on a voulu documenter tout ce qui se passait. Je ne dis pas qu'on est arrivé à faire face à tout, mais on a donné une ampleur qu'on n'avait pas connue jusqu'à présent dans nos politiques d'aller vers, et aussi à la constitution, encore une fois, de regroupements. Je pense aux EPT, je pense à la ANRU, je pense à Grand Paris Aménagement et bien évidemment à la métropole du Grand Paris. Donc voilà ce que je voulais dire, pardon, plus sur le mode de réaction un peu général que sur des sujets extrêmement précis, mais les tables rondes, voilà l'éclairement. Et dernier point, j'en profite, j'ai commencé par là, je finis par là. Il va falloir aussi que vous nous aidiez, parce que il y a quand même des bonnes, mais aussi des mauvaises nouvelles. Et je voulais saluer, dans les mauvaises nouvelles, mais quand même la saluer, le départ de Nicolas Notin, qui va quitter l'agence pour voguer vers d'autres aventures en province. Et je voulais, à cette occasion, saluer son investissement, son intelligence, sa capacité à construire du réseau.
Et on va devoir être à la hauteur aussi de tout ce qu'il a semé depuis ces années à l'agence. Voilà, merci beaucoup. Pardon d'avoir été un peu long. Merci beaucoup, Monsieur Rousseau, pour cette intervention et tous ces messages que nous partageons. Merci pour votre disponibilité, votre temps. Tout de suite, la parole à Ludovic Toro de la métropole du Grand Paris. Merci également d'être parmi nous. Ah, Monsieur Toro, il faut activer votre micro, on ne vous entend pas. Vous m'entendez mieux? Parfait. Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. D'abord, permettez-moi de vous transmettre, bien sûr, un salut appuyé de notre président Patrick Ollier, qui me permet de prendre la parole aujourd'hui en tant que président de la commission santé de la métropole. Alors, tout est marqué, en fait. Intégrer les enjeux de santé au cœur des programmes d'urbanisme opérationnel. Cette phrase, je veux dire, il faut qu'on l'amène toutes et tous à bout. Alors, il y a ce partenariat qu'on a depuis le début avec l'ARS et je voudrais vraiment aujourd'hui féliciter et souligner les compétences du directeur Aurélien Rousseau. Sa tâche n'est pas facile, mais depuis qu'il s'est engagé dans cette tâche de directeur, je dois vous avouer, parce que je suis aussi médecin généraliste, on a face à nous quelqu'un de compétent, actif et qui n'a pas de langue de bois. Et c'est très, très important dans ces moments très difficiles, notamment en termes de pandémie. Alors, le but de la métropole, il est clair, et des 131 maires, c'est améliorer la qualité de vie et la santé de nos citoyens. Alors, nous l'avons commencé depuis très longtemps avec le SCOT, où ce SCOT, on va bientôt intégrer complètement la santé, ce plan climat, air, énergie, le plan de prévention du bruit, le plan nature 2050, le schéma métropolitain d'aménagement numérique et bien sûr la ZFE. Alors, Aurélien Rousseau vous l'a dit, il y a cette crise du Covid-19 qui montre à tel point notre système de santé est à bout. Mais il est à bout depuis très longtemps. Ça fait 30, moi j'ai bientôt 60 ans, donc si vous voulez, ça fait 30 ans que j'exerce et j'ai vu ce système de santé se délabrer. Et aujourd'hui, dans mon cabinet médical, pour vous donner un exemple, les gens me remercient de les recevoir. Ils font des kilomètres aujourd'hui pour trouver un cabinet de médecine générale. Je ne veux pas vous annoncer le pire, mais je pense que dans les 10 années qui vont venir, si rapidement on ne met pas en place des choses, mais grâce à vous, parce que Aurélien Rousseau l'a dit, je suis aussi président de l'ORS, l'Observatoire régional de la santé, et on a fait cette étude. On a fait cette étude d'accès aux soins, d'espérance de vie, mais dans tous les domaines, pas seulement au niveau du Covid. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en effet, il y a des territoires qui sont abandonnés par la santé. Donc, il va falloir vite, quand on construit, quand on aménage, donner aux citoyens la possibilité de se faire soigner. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, elle n'est pas présente. Alors, la métropole, comme d'autres territoires, ont donné des masques, ont donné des finances aux hôpitaux, mais on s'est lancé dans quelque chose de plus fort. C'est-à-dire qu'on va construire un plan métropolitain de santé et de résilience. 2 buts principaux. 1, réduire les inégalités en termes d'accès aux soins, qui sont présents, mais qu'il va falloir répondre très rapidement, et surtout faire de la prévention. Depuis longtemps, on parle de prévention, mais je peux vous assurer que localement, il n'y a pas de prévention. Parce que justement, on n'a pas les moyens, à la fois humains et financiers, pour faire de la prévention, mais il est temps de le mettre en place. Et je pense que ce n'est pas seulement le système de santé qui doit agir là-dedans, mais ce sont à la fois les élus et vous tous qui construisez et qui aménagez. Il est vrai que quand on va construire et aménager, il faut savoir si on a un hôpital à côté, si on a un centre de santé à côté. On ne peut pas densifier un endroit s'il n'y a pas un accès à la santé qui est un devoir. Nous devons pouvoir donner aux gens la possibilité de se faire soigner. Alors, ce travail avec, je cite beaucoup Aurélien Rousseau, parce que vraiment, c'est quelqu'un, je peux en dire d'autres qui n'étaient pas à son niveau, mais lui était quelqu'un qui a une approche très pratique de la médecine et des problèmes qu'on a. Il va falloir en effet restructurer le système de santé globalement. Parce que comme vous le savez, il n'y a pas de collectivités qui sont en charge de la santé. C'est une prérogative uniquement ministérielle avec des bras qui sont les ARS dans les régions. Donc, il va falloir trouver un moyen de restructurer parce que nous sommes dans un système où la transmission à la fois de données, d'avis et de compétences n'est pas bonne. Je l'ai dit, et Aurélien le sait bien, 75% de tous les médecins aujourd'hui veulent être salariés, qui de facto met de côté tous les cabinets de médecine générale. Aujourd'hui, Aurélien Rousseau travaille sur une restructuration du système hospitalier indispensable à sa survie. La territorialisation est importante et évidemment, tout aménageur, tout constructeur devra absolument voir
où il va avoir un hôpital, quelle est sa compétence. Je pense que c'est important et c'est tout le travail que nous devons faire ensemble et que nous faisons aujourd'hui quant à la construction future et l'aménagement futur et la mise à disposition des citoyens de la santé. La coopération privée-publique, elle se fait de facto, elle se développe et nous l'avons vu dans cette crise du Covid-19, mais il y a encore des barrières qu'il va falloir lever parce qu'il y a des hôpitaux privés, il y a des hôpitaux publics et ils doivent travailler ensemble. Voilà, ce travail, on va le faire tous ensemble. On va essayer de développer, on développe la télémédecine, mais là aussi, il y a une limite, d'accord. Il y a des cabines qu'on met en place pour faire des dépistages qui sont une chose essentielle. Mais comme je dis toujours, et pour conclure, on peut dormir quelque part, mais il faut y vivre. Il faut y vivre en termes de transport, en termes de loisirs, et il faut aussi y vivre en termes de santé. Et c'est tout le travail qu'on aura à faire pas dans les dizaines d'années qui vont venir, mais dans les mois qui vont venir, pour rapidement, parce qu'il y a urgence, comme le disait Aurélien Rousseau, à remettre ce système de santé en place pour que chacun ait cette égalité de traitement et cette égalité d'accès aux soins. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur Taureau. Merci à tous nos intervenants de cette introduction qui nous ont permis de comprendre un peu les enjeux de cette journée.